highlighting how the Salut à tous, merci d'être à ce rendez-vous, un rendez-vous que nous vous proposons en cette période de confinement, où que vous soyez à l'échelle de la planète, parce que c'est ça l'avantage d'Internet, c'est que nous sommes présents partout. À l'échelle du monde. Nous irons à la recherche des personnalités venues de toutes les contrées du monde, dans l'océan Indien, dans la Caraïbe, en Afrique bien sûr, aux États-Unis s'il le faut, pour alimenter la réflexion, le décryptage hors de la passion autour des thèmes qui vous convoquent et qui vous interpellent. Deux thèmes sont retenus pour cette première occurrence, cette tragédie du confinement que vous vivez comment. On va essayer d'en analyser un peu les substrats, les aspects socio-sanitaires, économiques également. On va évoquer également ce qui constitue une polémique extrêmement virale sur les réseaux sociaux, à savoir ce scandale qui a émergé suite à une vidéo qui a été diffusée par une chaîne française d'information internationale qui s'appelle LCI, autour donc de tests cliniques pratiqués sur les populations africaines. La question n'est plus du ressort du secret de Polichinelle. L'Afrique est-elle la poubelle du monde, le dépotoir de la planète? Nous allons en parler hors de la passion avec des experts que je m'en vais vous présenter sans plus attendre. Merci de nous rester fidèles, merci de partager, merci de commenter. C'est un premier rendez-vous. Nous avons avec nous Nicolas Druz. Bienvenue. Vous êtes en région parisienne, vous êtes au cœur de Paris, vous êtes un homme multicasquette. Vous êtes un capitaine d'industrie, mais je crois savoir aussi que vous avez présidé et fondé l'un des cabinets pharmaceutiques les plus puissants, Pharmagenesis. Alors j'ai eu la chance à Palo Alto, qui est là où se trouve Stanford, de diriger une société où il y avait bien entendu le doyen de la faculté de médecine de Stanford, il y avait le conseil scientifique de la Maison Blanche et plusieurs prix Nobel. Et peut-être la chose la plus compliquée, j'ai réussi à mettre sur le marché des médicaments. Alors, votre expertise à cet égard sera extrêmement importante parce que, justement, il est question de ça et à juste titre. On trouve même que c'est extraordinaire le sursaut des populations africaines, de la société civile, des personnalités qui se sont érigées pour faire front parce qu'on le sait, hein, nous ne sommes pas au pays des bisounours. On sait que l'Afrique a été victime de nombreuses exactions en Afrique du Sud avec des bactéries mises dans les lessives des femmes dans les townships pour liquider la population noire. On va y revenir. À nos côtés également, un expert, un homme multitalent, originaire du Congo. Il est avec nous, c'est vous, Francis Muketo. Vous êtes à la fois également capitaine d'industrie, mais vous avez en commun la science avec Nicolas Druz, parce que vous êtes biologiste. Oui, alors, je suis biologiste, je suis politologue, je suis effectivement capitaine d'industrie aussi. Alors, nous allons parler maintenant de ce qui vraiment suscite la polémique autour de cette vidéo. Je recampe un peu le décor. Sur une chaîne de télévision française, LCI, pour ne pas la nommer, Camille Locht, directeur de recherche à l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé, Jean-Paul Mira, qui est le chef de service réanimation de l'hôpital Cochin, qui est une référence en plein cœur de Paris, ont laissé entendre que les populations africaines pourraient servir de cobayes suite à des appels d'offres, à l'instar des prostituées, lorsqu'il s'était agi de faire des tests autour du VIH. Alors, bien sûr, il y a des questions qui surgissent. L'Afrique est-elle un dépotoir? L'Afrique est-elle victime? L'Afrique doit-elle être sortie du système international des tests, puisque par ailleurs, quand même, on apprend que ces tests autour du BCG qui pourraient lutter contre le Covid-19 sont également pratiqués en Australie, en Europe, etc. Comment est-ce que vous décryptez, comment est-ce que vous analysez cette polémique? On va commencer avec vous, Nicolas Druz. Et d'abord, faire des tests cliniques en Afrique, c'est une bonne chose. Par exemple, certaines maladies sont très spécifiques à l'Afrique, comme la drépanocytose. Si on avait à faire des essais cliniques, je pense que c'est mieux de les faire en Afrique que dans d'autres pays. Néanmoins, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est pas de faire des tests cliniques, c'est comment on les fait et la façon dont ça a été annoncé. C'est ça qui est tout à fait scandaleux. On voit des gens qui disent on va chercher des populations qui sont démunies, des populations qui sont faibles, donc allons en Afrique. Mais je suis désolé, en France, il y a aussi
des SDF, il y a aussi beaucoup de choses. Pourquoi ce serait toujours l'Afrique? Et puis la chose la plus importante, c'est quoi? Un médicament, c'est un principe actif. Ça fait des choses dans le corps, et certaines choses sont très puissantes. Et par conséquent, ça fait aussi des effets secondaires qui peuvent être terrifiants, pire que la maladie. Un vaccin, c'est même pas un principe actif, c'est une soupe. C'est-à-dire que dans cette espèce de mixture, on met des tas de choses et on ne sait pas pourquoi c'est efficace. Certains essais cliniques montrent que c'est efficace, d'autres que c'est pas efficace, et on voit si c'est efficace et ensuite l'innocuité. Or, dans ce vaccin, les dernières avancées disent qu'on mettrait un virus qui serait vivant. Donc, vous comprenez bien qu'il faut faire attention, il faut avoir deux sécurités. La première, c'est que la société qui fait cela doit avoir une longue histoire, disons, d'éthique pour faire ces tests cliniques. Par exemple, je me méfierais toujours des startups parce qu'elles sont faites pour faire de l'argent et vite. Et la seconde chose, c'est l'extrême rigueur avec laquelle on va mener ces tests cliniques, ce qui nécessite sur place que les autorités sanitaires, les autorités politiques des pays qui acceptent ces tests cliniques soient capables de monitorer. En l'espèce, il y a deux problèmes qui se sont posés. C'est l'INSERM qui dit cela. Or, ça devrait être une société, un organisme, un institut avec énormément de rigueur morale. Et là, j'ai l'impression qu'on a eu tendance à considérer que les Africains, c'était des cobayes. Et la deuxième chose, est-ce que les autorités africaines sont vraiment aussi rigoureuses qu'elles devraient l'être? Voilà les deux questions. Alors ça, c'est une bonne question, la responsabilité africaine. Francis Mouketo, on parle de racisme, on parle de suprémacisme. Le racisme, peu besoin d'en témoigner, il existe. Comment est-ce que vous avez envie de décrypter cette question et peut-être d'imputer une part de responsabilité africaine, notamment du côté des dirigeants? Alors, moi je pense que la question des vaccins ne date pas d'aujourd'hui. Il faut savoir que le vaccin prévient aux populations qui sont saines d'attraper la maladie. La vaccination a toujours protégé l'humanité, puisque quand on est tout bébé, on doit effectivement être vacciné. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi. On ne doit pas être contre la science. Mais ce qui est posé ce qui est problématique, c'est l'instrumentalisation de la vaccination en Afrique. Le Covid-19 est arrivé avec une virulence effroyable, avec des décès, avec une pandémie qui touche pratiquement le monde entier. Quand on est en face d'un contexte pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, vite courir vers les traitements qui existent, les molécules qui existent, et puis d'autre part, imaginer la protection de tout le monde, comme d'ailleurs pour... Oui, mais les populations, Francis, je me permets, les populations africaines se demandent, mais ce virus, il sévit ardemment, d'abord en Asie, ensuite l'épicentre devient l'Europe, maintenant les États-Unis, pourquoi un vaccin? Pourquoi des tests cliniques en Afrique? Et pourquoi ne pas débuter ces tests cliniques là où prolifère la pathologie? Alors, on ne peut pas écarter la population africaine du reste du monde. Pourquoi l'Afrique? Il faut savoir que la jeunesse africaine est aujourd'hui mobilisée contre pas mal de fléaux, pas mal de maux que la population noire subit. Elle a effectivement connu la traite des esclaves, elle a connu la colonisation, elle a connu pas mal de choses. Cette jeune population, puisque l'Afrique est en majorité jeune, cette jeune population ne veut plus se faire marcher dessus. Vous avez souvenir des discours des présidents français, Sarkozy, Macron, sur la notion du nombre de populations en Afrique. Et il y a d'autres qui ont même dit, d'autres hommes politiques ont dit que le fait que l'Afrique connaissent une démographie, un boom démographique, ils viendront peut-être envahir la France ou l'Occident. Donc, ce
ce type de problème suscite effectivement des réactions épidermiques sur cette jeunesse et qui aujourd'hui, par rapport au discours de ce professeur qui est effectivement chef de clinique à Cochin, ils ne peuvent que penser à des théories complotistes en disant que finalement c'est une façon d'éliminer, d'éradiquer la population africaine. Oui, mais est-ce que, s'il vous plaît, je m'adresse à tous les deux, est-ce qu'on ne peut pas être un petit peu plus concret? Ce qui choque une partie de l'opinion, c'est que des tests cliniques, il est vrai, existent dans le monde entier, que certains vaccins ont déjà prouvé, y compris en Afrique, qu'ils pouvaient sauver des populations. Le problème, c'est que les protocoles des tests cliniques que l'on convoque pour les populations en Europe, ou aux États-Unis ou en Chine, avec notamment la moitié d'une population qui recevrait ce vaccin, l'autre moitié qui recevrait un vaccin placebo, c'est-à-dire sans principe actif. En Europe, il y a des protocoles qui entourent, il y a des médecins qui entourent éventuellement pour que si ça se passe mal, on puisse secourir les personnes qui d'ailleurs sont volontaires et qui sont payées pour ça. En Afrique, on parle d'une population à qui on n'aurait pas demandé son avis, qui recevrait des vaccins qui seraient inoculés. Nicolas Dru, je vous pose la question, est-ce que c'est pas surtout ça qui choque? C'est-à-dire que non seulement les populations, on ne leur demande pas leur avis, elles ne sont pas rétribuées, mais surtout, il n'y a aucun encadrement sanitaire autour de ces tests cliniques. Bon, d'abord, il faut respecter la dignité de l'être humain, et je trouve scandaleux qu'on ne traite pas de la même façon un blanc, un noir, un jaune, un rouge, peu importe. Il faut que les gens soient traités de la même façon. La deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. Que les sociétés soient pressées de faire un certain nombre de tests, c'est une chose. Mais les autorités sanitaires sur place, les autorités politiques sur place, doivent être extrêmement rigoureuses. Si jamais les sociétés qui se comportent mal faisaient ce genre de choses en Occident, d'abord, les pénalités, tout leur tomberait sur le dos. Donc, elles ont tendance à se débarrasser de cette espèce de carcan qu'on leur met dessus, mais ce carcan, c'est celui qui sauve nos vies. Donc, il y a certainement une part, disons, d'avidité de la part des sociétés qui veulent faire ça en Afrique, mais il y a obligatoirement une certaine complicité de la part des autorités sanitaires. Nous avons un souci avec... Oui, Nicolas, vous avez un peu perdu la liaison. J'en profite pour me retourner vers vous, Francis. La jeunesse africaine, des organisations de la société civile montrent du doigt l'incurie des dirigeants africains. On a vu un docteur congolais, le docteur Mouyembe, pour ne pas le citer, qui est d'ailleurs par ailleurs quelqu'un d'honorable au sens où c'est lui qui a trouvé l'antidote face à Ebola, qui a en tout cas permis de juguler la propagation de ce terrible virus. Toutes ces questions-là convoquent la responsabilité des politiques. Alors, qu'avez-vous à répondre? Est-ce que l'Afrique n'est pas trop poreuse, justement parce que les chefs d'État africains laissent, ou en tout cas l'Union africaine, les institutions qui représentent ce continent, sont extrêmement faibles face à l'adversité potentielle, pas toujours avérée, mais de temps en temps quand même, il faut le souligner, concrète et palpable, d'une espèce de stigmatisation de la population africaine et d'exaction criminelle, on peut le dire, puisqu'on a parlé des prostituées lorsqu'il s'était agi de faire des tests sur le VIH en direction des prostituées africaines. Est-ce que la responsabilité africaine n'est pas la principale des causes au plan politique? Alors, sur le plan politique, absolument. Il faut effectivement que les Africains soient unis. Il faut que les Africains puissent mobiliser tout le collège scientifique de haut niveau en Afrique pour effectivement trouver des solutions endogènes. Le problème est que quand on est en face d'une pandémie comme celle-là, le but c'est de rechercher un remède et puis en même temps de chercher un vaccin. Est-ce que les politiques publiques africaines encouragent la science pour effectivement se démarquer de l'Occident et être autonome sur le plan sanitaire? Je ne pense pas. Aujourd'hui, il est question que l'Afrique puisse se réveiller. Si l'Afrique était unie, organisée, avec effectivement une unité politique, aucun pays tiers ne pouvait accepter ce type de protocole ou d'études.
effectivement, il faudra que l'Afrique puisse avoir des structures de validation pour accepter ce type d'essai. Alors, il y a par exemple les pays d'ACEMA qui ont refusé ce type de vaccin. On pense que le virus est manipulé. L'ONU, l'OMS ne dit rien face à ça. Et puis depuis que cette polémique traverse le monde entier, aucun homme politique n'a pris la parole pour dire quoi que ce soit à ce sujet. Si, il y a quand même eu des interventions. Le président du Bénin s'est prononcé, quelques autres autorités se sont prononcées, mais pas de manière, on va dire, grégaire, pas pour montrer une seule voix pour l'Afrique. Ce que l'on reproche souvent aux politiques africains, c'est justement d'être un peu confiné dans le silence et de montrer une forme de faiblesse pour défendre les populations qui, on peut le souligner, font preuve de sursaut grâce aux réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, on trouve du bon et du mauvais. C'est pour ça que les experts que vous êtes, nous vous convoquons pour que vous donniez votre lecture et que vous apportiez force de contribution pour trouver des solutions. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à cette question, Nicolas, Francis, par rapport à cette invasion de protocoles qui arriverait de manière plus ou moins légale en Afrique? Est-ce qu'il y a de la corruption et quelles sont les préconisations que vous pourriez en faire? Alors, quand on voit que ce médecin, ce professeur parlait que nous avons lancé une offre en Afrique, ça voudrait dire que quand il y a offre, il y a des candidats qui se présentent à cette offre. Qu'est-ce qui se cache derrière cette offre? Est-ce qu'il y a des rétributions? Est-ce qu'il y a des commissions? Est-ce que ces essais sont entourés d'une certaine corruption cachée pour justement demander à ces présidents ou aux autorités scientifiques de vendre leur population à ce type de test? Je pense que il faut que ce type de protocole soit validé par des institutions internationales telles que l'OMS et que l'Union africaine doit effectivement être vigilant à ce type à ce type de proposition, et il faut effectivement que les Africains arrêtent d'être perfusés par l'Occident. Il faut une certaine autonomie. Donc, ce qu'on peut préconiser dans ça, c'est que l'Afrique doit se mobiliser. Cette jeunesse africaine doit s'approprier la science. Cette jeunesse africaine doit effectivement être au-devant de ce type de crise pour éviter que d'autres puissent penser à leur place, pour éviter que d'autres puissent leur proposer des essais. Mais je dis encore, la démarche n'est pas être contre la science, parce que on n'est pas obligé de trouver l'antidote ou la recette miracle dans notre continent. La science est universelle. Les Chinois peuvent trouver le vaccin, mais il faudra effectivement être prudent d'accepter ce type de choses. Ce qui est dommage, c'est de pointer un continent pour faire ces essais. Éthiquement, c'est pas acceptable. Nicolas, davantage de transparence dans les transactions, dans ce qui se trame dans les alcôves des institutions et auprès des politiques. Et puis aussi, scandale, cher Anta Diop, lorsqu'il a obtenu sa thèse de doctorat, s'est appliqué à rentrer en Afrique pour travailler pour le continent. 1% du budget des États africains devait être dévolu à la recherche et à l'innovation. C'est peut-être aussi dans ce sens qu'il faut mettre en avant les chercheurs africains parce qu'ils existent, d'autant plus que la faune et la flore africaine sont le terreau fertile qui alimente toute l'industrie pharmaceutique planétaire parce que les principes actifs proviennent des plantes. Votre vision? Alors, la santé, l'éducation, tout cela, c'est essentiel pour un pays. Par conséquent, il faut que les pays africains fassent preuve de souveraineté dans ces domaines. Et ils n'ont pas à se laisser imposer des diktats, des protocoles, des tas de choses par d'autres pays. Maintenant, il faut aussi avoir la capacité
de réfléchir de manière scientifique en Afrique. Alors l'idée de Francis est pas mauvaise du tout, c'est-à-dire de demander par exemple à des organisations comme l'OMS de superviser ce genre de choses-là. Simplement, l'OMS est aussi extrêmement bureaucratique et des fois, il faut aller très très vite. Donc, je pense que vous avez tout à fait raison. La seule solution, elle est simple. Il faut développer la science, la recherche fondamentale en Afrique. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est la seule façon pour un pays de trouver pour sa population une façon de vivre où il est indépendant des autres puissances, et notamment des puissances d'argent, parce que vous devez savoir que, par exemple, le business des faux médicaments, c'est pratiquement 2 fois le chiffre d'affaires de la drogue. Alors, imaginez un peu tout l'argent qui coule là-dedans. Alors, beaucoup d'analystes africains se disent, OK, sur cette question, si l'on sort de la passion, bien sûr, saluons le sursaut des populations africaines pour dire qu'elles n'étaient pas d'accord que l'on instrumentalise leur jeunesse et qu'elles servent de cobayes pour la planète. Certains disent OK, faites vos essais, faites vos tests, quand vous aurez trouvé les vaccins, pour une fois que l'Afrique en bénéficie, venez nous voir plus tard. Le confinement, on l'a vu, c'était l'une des armes pour lutter contre ou en tout cas limiter la propagation de ce virus. Le confinement, on l'a vu, a pris plusieurs visages, plusieurs corps. On a vu des États qui ont opté pour un confinement drastique et total, un peu pratiquement militaro-armé. D'autres qui ont parlé de confinement même d'une manière un peu tardive, parcellaire, et d'autres qui n'ont absolument pas convoqué cette issue pour juguler le virus. Quel est pour l'Afrique, selon vous, le modèle le plus adapté, sachant que beaucoup de populations qui vivent dans l'informel n'ont pas les moyens de rester confinées, vivant au jour le jour? Alors, d'abord, personne ne sait véritablement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais en revanche, on peut faire preuve de bon sens. C'est ce qui manque la plupart du temps dans ce genre de grandes catastrophes. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que les 3 pays, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne et la France, qui ont opté pour le confinement, on va dire, extrêmement puissant, sont ceux qui ont le pire taux de mort de toute la planète. En revanche, des pays comme la Suède, comme les Pays-Bas, bien entendu comme la Corée, sont des pays qui ont fait l'inverse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de confinement, mais ils se sont livrés à des pronostics extrêmement sévères pour savoir qui était infecté ou pas. Et donc, au lieu d'embêter l'extraordinaire majorité de la population, ils ont traité immédiatement ceux qui étaient infectés. Parce que ça, c'est très, très important. On s'aperçoit que les gens, quand ils ont le coronavirus, et quand ils sont guéris au bout de 5 ou 6 jours. Mais malheureusement, une petite partie de la population va avoir une deuxième phase. Et c'est cette deuxième phase-là qui est la plus dangereuse. Donc, il faudrait trouver un traitement, 1, diagnostiquer, 2, trouver un traitement. Et c'est donc toute la polémique sur faut-il utiliser ce que propose le docteur Raoult, le professeur Raoult, ou au contraire, faire des choses épouvantables, comme par exemple l'OMS, qui a proposé qu'on utilise une molécule non testée d'une société qui s'appelle Gilead, qui coûte pour le traitement à peu près 150 € et qu'ils revendent à 40 000 €. Comment est-ce qu'on peut accepter ce genre de choses-là alors que la chloroquine et puis tout ce genre de choses dont nous parlent certains professeurs coûtent pratiquement rien et qu'elle existe depuis 72 ans. Donc, il faut avoir du bon sens et ne pas écouter tous ces gens qui ne sont que des hauts fonctionnaires et qui ne nous parlent que pour se faire plaisir et pour embêter les populations, parce que c'est un moyen pour eux de montrer qu'ils ont du pouvoir. Moi, je suis désolé, je ne vais pas citer de nom, mais ce sont les mêmes personnes au pouvoir en France depuis 25 ans. Ces gens qui nous donnent des conseils et qui, par exemple, le 7 mars, nous disent qu'on peut sortir, qui nous disent le 12 mars, non, mais vous devez rentrer. Et puis le 14 mars, vous devez aller voter. Et puis le 16, vous ne votez plus. Et puis vous ne portez pas de masque. Et puis vous devez porter des masques. Mais ça suffit qu'ils soient un petit peu plus humbles et qu'ils nous traitent comme des gens adultes. Francis. Alors, ce qui est important de noter, c'est que pourquoi le confinement?
Alors, il faut savoir que le coronavirus est une famille des virus. Nous l'avons connu dans le passé, dans d'autres formes. En 2012, donc déjà en 2002 et 2003, le SRAS, qui avait fait environ 774 morts. En 2012, le MERS, donc dans le Moyen-Orient, avec 767 morts. Et puis là, il y a une autre forme, donc un mutant beaucoup plus virulent qui tue, qui est très violent. Et d'ailleurs, vous avez vu des temps utilisés par les chefs d'État. C'est une guerre contre un ennemi invisible. Donc, avec des complications qui arrivent jusqu'à des pneumonies virales où il faut, pour sauver les patients, les intuber, aller vers des respirateurs qui sont des formes de ventilation pour aider la personne infectée à retrouver une certaine oxygénation du sang. Donc, on arrive là à quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais vu dans toutes les formes grippales. Je dis juste que la grippe traditionnelle en France entre 2018 et 2019 a fait 9900 morts. Alors là, on arrive avec une forme virale donc très virulente où quand on arrive à des formes graves, ben, on a des insuffisances respiratoires et puis on arrive à occuper les quelques lits, puisque dans toutes les maladies que nous avons tous les jours, il y a effectivement des lits de réanimation à l'hôpital. Sauf que dans ce type de maladie, il faut effectivement avoir des équipements adéquats, de nombre de lits élevés pour pouvoir y faire face. Alors, il y a donc deux théories. Ceux qui ont dit, bon, nous allons laisser les gens utiliser effectivement des mesures barrières, avoir une bonne prévention, tel que le cas de la Corée, comme il a dit, la Corée du Sud, le cas de l'Allemagne, d'autres pays qui ont fait le choix d'éduquer la population vers effectivement des mesures barrières, les distanciations sociales et le port de masque, ainsi de suite. Mais est-ce que se laver les mains, ainsi de suite, est-ce que c'était forcément intéressant de confiner ou pas? Alors, ne refaisons pas les différents modèles. On a bien compris, la France, Nicolas l'a bien décrit. Pour l'Afrique, en un mot, et ce sera le mot de la fin, l'opinion publique africaine s'est levée comme un seul homme et c'est un sursaut et c'est appréciable. C'est légitime que des populations qui ont l'habitude d'être discriminées et de voir souvent leur voix confisquée par d'autres se lèvent pour dire nous ne sommes pas la poubelle du monde, nous ne faisons pas confiance au laboratoire des industries pharmaceutiques. On sait par ailleurs que certaines personnes qui étaient des chercheurs africains ou d'Amérique latine ont été assassinés parce qu'elles avaient trouvé des remèdes pour lutter contre la malaria et que l'on sait très bien que ce sont des industries qui génèrent des milliards de dollars. Le mot de la fin pour vous, pour ces populations, pour cet auditoire qui nous écoute à l'échelle du monde, dans l'océan Indien, en Afrique et en France, pour une histoire qui est inédite. C'est la première fois de l'histoire que tout le monde a dans l'esprit la même préoccupation au même moment et à l'échelle de la planète. Parce que la globalisation, à cause ou grâce aux réseaux sociaux et aux médias, fait que nous sommes tous impactés de la même manière. Vos recommandations de manière succincte pour ce premier volet, pour toutes les populations qui nous écoutent, où qu'elles soient, quelles sont-elles? Nicolas. Alors, toute maladie, toute mort est absolument épouvantable. Et je crois que ce qu'il faut faire, c'est s'appuyer sur les expériences qui ont marché. Le confinement en Afrique, c'est impossible. En revanche, on peut essayer de diagnostiquer ceux qui sont infectés. Et il faut les traiter tout de suite. Parce que c'est en traitant les gens tout de suite qu'on n'a pas la deuxième phase, qui est la phase grave, celle qui provoque tout ce que Francis a expliqué. Donc, on a, semble-t-il, un double traitement. Et là, je voudrais bien qu'on m'écoute. Le traitement du professeur Raoult, c'est la combinaison de deux choses.
une partie d'hydrochloroquine et une partie d'une famille d'antibiotiques qui est un macrolide, qui est donc un bactériostatique. C'est la combinaison des deux avec une posologie qui a été bien faite par lui. 650 mg de l'un, 200 mg de l'autre. Et ce médicament-là existe depuis longtemps, il semble efficace, en tout cas rien n'empêche qu'on l'utilise en Afrique et il n'est pas cher. Même si les tests cliniques sur une échelle scientifique n'a pas encore donné l'effectivité de sa capacité à juguler la maladie. Écoutez, je vais citer le professeur Raoult. Si dans un avion, d'un seul coup, il y a un accident, alors vous avez 100 passagers et 100 parachutes. Vous allez en jeter 50 sans parachute et 50 avec parachute pour voir si le parachute existe. Il n'y a pas le choix, il faut le faire. Maintenant, j'aimerais être sûr que les tests cliniques qui sont faits en France sont vraiment faits comme il faut. Parce que, comme on le dit, c'est clan contre clan. C'est-à-dire, les docteurs Diafoirus qui nous disent ce qu'il faut faire. Je rappelle, docteur Diafoirus, c'est le patient est guéri, mais il est mort. Et puis, une tentative d'efficacité. Donc, je suis évidemment pour le confinement. Ça n'est pas possible en Afrique, mais on doit diagnostiquer les gens et tenter de les soigner dans la phase 1. La phase 2, c'est trop tard. Francis. Alors, en Afrique, cela a suscité des paniques urbaines. Nombreux fouillaient les grandes villes pour aller se cacher dans des campagnes pour essayer de vivre des produits de l'agriculture. C'est vrai que quand vous faites un confinement sans accompagnement social, sans mesures claires d'accompagnement, on arrive effectivement à des débordements. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces pays, ces régimes généralement qui se sont autoproclamés, ces régimes autocratiques corrompus, n'attendent que ce type de situation pour essayer de raffermir ou se maintenir au pouvoir. C'est vrai que on ne peut pas faire du copier-coller entre les mesures prises en Chine, des mesures prises en France, des mesures prises aux États-Unis, quand bien même ces mesures clivent. Alors, pour les Africains, la chance que les Africains ont, c'est que le virus est arrivé un peu en retard. Donc, l'Afrique peut se servir effectivement du retour d'expérience des autres, qui aujourd'hui ont montré pour certains qu'on peut arrêter la propagation du virus pour pouvoir prendre en charge les populations saines. Donc, il faut effectivement que les chefs d'État africains, quand ils prononcent le confinement, qu'ils puissent effectivement les accompagner avec des mesures sociales, puisqu'il faut savoir que l'Afrique vit de cette économie informelle et on ne peut pas confiner ceux qui n'ont pas d'eau, ceux qui n'ont pas d'électricité et ceux qui n'ont pas d'électricité. Pour être honnête, parce que ce que l'on reproche aux autres, il ne faut pas qu'on le fasse nous-mêmes. L'Afrique, c'est un continent. Il y a différents pays. Il y a des pays qui ont pris des initiatives. Je les ai pas toutes en tête, mais on sait que le Nigeria a pris des initiatives à construire des hôpitaux éphémères rapidement. On a vu les déclarations du Togo, on a vu celles d'autres pays pour s'organiser et apporter un appui socio-sanitaire. Je voudrais aussi dire quand même que cet entretien est en solidarité avec les populations de Mayotte. Nous avons des correspondants à Mayotte, d'autres qui sont à Madagascar. J'ai eu moi-même des frères et des sœurs en Haïti. Une pensée très solidaire de toutes les contrées d'Afrique pour Haïti, parce que c'est très très difficile là-bas. Je pense qu'avec votre bénédiction, Nicolas et Francis, nous aurons d'autres interventions, des virologues, des spécialistes dans la Caraïbe. Nous allons avoir de grandes personnalités qui ont accepté d'intervenir pour que l'on vous accompagne d'une manière ou d'une autre autour de ces échanges concernant ces temps difficiles que nous passons. Une recommandation quand même, restez le plus loin possible des contacts physiques directs, préservez-vous des contacts au maximum autant que
se peut, lavez-vous les mains, même avec un bon savon, c'est suffisant, et tentez de rester positif parce que nos vies sont précieuses et elles sont courtes. Merci à tous les deux pour cette première occurrence. Nicolas Dru, je rappelle que vous êtes capitaine d'industrie, que vous avez dirigé plusieurs académies, notamment pharmaceutiques, dont Pharmagenesis, que vous avez dirigé plusieurs prix Nobel de recherche scientifique. Quant à vous, Francis Mouquetto, vous êtes un capitaine d'industrie également aguerri dans le monde des affaires. On vous connaît, mais également politologue et la tête d'une organisation pan-africaine et diasporique, dont on reparlera très prochainement. Merci à tous les deux d'avoir été donc les témoins et les acteurs de cette première joute. Merci de réagir sur les réseaux sociaux. On se retrouve bien sûr sur Youbiz News TV OM5, mais également sur toutes les pages qui acceptent de partager cette bonne parole. Merci à tous et à très bientôt. Merci à Mauvais Évêque. Sans distance.